Donc, Myrto Tripati est avec nous. Salut Myrto. Bonjour Stéphane. Porte-parole, présidente des Voix du Nucléaire. Présidente fondatrice. Présidente fondatrice des Voix du Nucléaire. Et donc, c'est grâce à toi que j'ai vu ce tweet qu'on va afficher. C'est du finlandais quand même. Stuk. C'est quoi? C'est l'ASN finlandaise, Stuk? Alors, c'est l'équivalent français de Voilà. l'ASN, absolument, Bon. l'autorité de sûreté nucléaire. Tu nous expliqueras ça. On va garder ce tweet de Stuk. Nicolas Goldberg est avec nous. Salut Nicolas. Columbus Consulting. Columbus Consulting, analyste énergie, comme d'ailleurs Benjamin Louvet. Salut Benjamin. Ophi Asset Management. Donc, on va remettre le tweet de Stuk parce que c'est quand même historique, quoi. Donc ça veut dire, ça y est, les réactions nucléaires commencent à l'intérieur du réacteur finlandais. C'est ça que ça veut dire, pour résumer les choses. Voilà, c'est exactement ce que ça veut dire. Ce qui permet de finaliser un certain nombre de tests dits à chaud et qui vont progressivement nous emmener vers une connexion au réseau et une mise en ligne commerciale qu'on espère à l'été 2022, c'est-à-dire dans moins de 6 mois maintenant. J'ai mise en service février 2022, moi. Non, c'est encore trop optimiste. Alors là, ce que je parle, c'est un service commercial. D'accord. Ah oui, c'est ça, le vrai raccordement. Voilà, avec la centrale qui commence à fournir de l'électricité au réseau, aux habitants, aux industries qui y sont connectées. Début du chantier, donc 2005, et 10 milliards d'euros de coût total, c'est ça, Myrto, à peu près pour Probablement même un peu plus. Un peu plus, voire un peu beaucoup 11, plus. Ouais. plutôt aux alentours de 11. Et alors, si je regarde Flamanville, on en est où pour Flamanville? Donc, Flamanville, on peut peut-être démarrer là-dessus, d'ailleurs, parce que il y a un sujet autour des coûts du nucléaire qui a été remis à la une, et après on parlera des dernières annonces d'EDF sur la disponibilité des réacteurs. Mais d'abord, Flamanville, c'est important le coût du réacteur ou pas? C'est-à-dire, EDF... Financement. Nicolas? Moins que son financement, en fait. Quand vous regardez, sur le coût d'un réacteur, vous avez... Oui, mais celui-là, Flamanville, 19 milliards quand même. Non, mais voilà. Et c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, la construction du réacteur de Flamanville a coûté 12 milliards, pas 19. 12,4. 19, c'est si tu rajoutes les intérêts intercalaires dedans, sachant qu'EDF a payé Flamanville sur fonds propres. Donc, n'a pas payé d'intérêts intercalaires. Donc, c'est un espèce de manque... Donc c'est complètement idiot de la part de la Cour des comptes. Enfin, pardon de le dire avec un peu de brutalité, mais... C'est pas idiot, mais en théorie économique, quand tu regardes le coût d'un chantier pour un gros industriel, surtout avec ses montants, ouais. tu regardes aussi le coût d'actualisation et le manque à gagner si tu avais investi dans autre chose. Mais le coût de construction, c'est 12,4 et 19, c'est si on ajoute des intérêts intercalaires, mais que n'a pas payé EDF. Donc c'est pour ça que j'apporte une petite subtilité. Très intéressant. Fait, le coût de construction n'est pas si important que le coût de financement. Si tu prends Hinkley Point, par exemple. Donc la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, donc les réacteurs qui sont en construction là-bas, tu as environ les 2/3 d'Hinkley Point, c'est du coût de financement. Et après, tu as les coûts de construction. Mais on voit bien que c'est une partie plus mineure. Tu voulais rajouter quelque chose, Benjamin? Parce que ça va nous amener à ce que dit la Cour des comptes sur le qui. C'est très important ce que dit Nicolas, parce qu'en fait, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. En fait, étant donné que les coûts de construction sont énormes, les coûts de financement sont énormes, et donc les coûts des intérêts sont énormes. Si on est sur un financement privé, on part sur des bases de financement aux alentours de 9%, et on parle d'un coût du mégawattheure aux alentours de 90 € du mégawattheure. Voilà, c'est ça. Si on passe sur des taux à 6%, c'est avec un financement semi-public, on passe à 60 € du mégawattheure. Donc ça fait une différence qui est monumentale. Et donc la partie financière de la partie nucléaire est très souvent omise, mais à une part prépondérante dans le coût du mégawattheure au final. Myrto. De même que quand on parle des énergies renouvelables, on ne parle jamais du coût réseau qui va à côté ou du coût d'adaptation au réseau. Et quand on rajoute tout ça, RTE, dans son dernier rapport, dit aujourd'hui le nucléaire revient moins cher dans certaines conditions que les énergies renouvelables. Un mix où il y a du nucléaire est moins cher qu'un mix 100% renouvelable, à condition de financer le nucléaire correctement. Tout et à fait. ça, c'est vraiment tout nerf de la guerre. Myrto, tu veux ajouter quelque chose sur ces questions de coûts? C'est absolument passionnant ce que vous m'apprenez là. Et en plus, Nicolas m'avait dit il faut parler de ça. Je lui ai dit non, on n'en parlera pas, on commence avec ça, et tu avais raison, absolument. Vas-y, Myrto. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes deux collègues viennent de dire. Le coût est essentiel. Le coût du financement est important parce qu'il est quand même supporté
par l'industriel qui doit investir. Donc c'est un effort supplémentaire pour lui, ce coût de l'argent. Donc concrètement, pour Hinkley Point, on était en réalité à 12% de WACC, de coût du capital, qui est passé à 9% grâce à ce qu'on a appelé le Electricity Market Reform, qui a été mis en place par le gouvernement allemand pour inciter l'industriel à investir, à investir. Et aujourd'hui, ce qu'on a, par exemple, c'est une annonce, alors on en parlera, je vais peut-être un petit peu vite, mais du gouvernement hollandais, qui lui annonce une volonté très forte de relancer la filière nucléaire en Hollande, et qui dit, nous, on va organiser un package de soutien à la filière qui voudra bien s'implémenter et qui voudra bien construire des réacteurs nucléaires en Hollande, qui devrait amener un coût du capital de 7%. Et ils vont jusqu'à dire, si le nucléaire passe dans la taxonomie, qui est donc la classification des investissements durables que nous attendons tous de la part de la Commission européenne, ce coût du financement va descendre de 7 à 4%. C'est la cible. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est une manière d'inciter évidemment l'industriel à faire l'investissement nécessaire, mais c'est aussi important parce qu'on parle beaucoup du coût, mais il faut parler du prix de l'électricité qui en sort et qui va toucher le consommateur. Et quand Benjamin parle des 2/3 du prix de Hinkley Point C, qui sont le coût du capital, c'est 70% du prix du kilowattheure dans la facture de l'anglais moyen autour de la centrale d'Hinkley Point, qui représente le repaiement aux investisseurs et aux banquiers de l'argent qu'ils ont bien voulu prêter au départ. 70%. C'est quand même extrêmement significatif. 70%. Ouais. Bah, c'est les coûts du nucléaire. Enfin, structurellement, c'est comme ça. C'est que c'est le coût de financement. Sauf si effectivement, au début, au moment de la construction, après le coût de fonctionnement est très faible. Ouais, je comprends. L'argent pour construire la centrale. Pour construire la centrale, mais c'est pas le coût de l'argent qui sort de nulle part. Pourquoi ce coût de l'argent ? Parce qu'il couvre le risque, politique et il couvre le risque projet. Oui, mais ça veut dire... Donc, il n'est pas lié au nucléaire en tant que tel, en tant que machine conçue, projet. Il est lié à l'environnement, à l'opinion publique, aux politiques autour du projet qui crée une crainte pour les investisseurs qui est tout à fait compréhensible quand on voit aujourd'hui la manière dont le politique s'invite sur les mix énergétiques, notamment européens, et entraîne à la fermeture artificielle d'actifs parfaitement performants, rentables, opérationnels. Benjamin. C'est aussi pour ça qu'on a... que beaucoup de gens ont en tête l'idée qu'un réacteur nucléaire est construit pour 40 ans. Parce qu'en fait, c'est pas une durée limite fixée ni quoi que ce soit, mais cette durée, elle est donnée pour donner de la visibilité à l'exploitant, pour savoir comment il va pouvoir rentrer dans ses frais. Alors en réalité, il n'y a pas du tout de durée de 40 ans ni quoi que ce soit, puisqu'il y a des visites décennales, et s'il y a une visite décennale qui se passe mal, on arrête le réacteur. Mais on est obligé de donner une visibilité dans le temps sur le fonctionnement du réacteur pour que les opérateurs puissent être confortables et qu'on puisse avoir cette... En l'occurrence, le programme nucléaire français 74, 80, etc., il est fait sur fonds publics. Donc, donc cette question de rentabilité est presque moins importante. À l'époque, on ne l'a pas fait parce que c'était... Il n'est pas fait sur fonds publics. Il était fait. On a dit à EDF, vous vous endettez, et derrière, il y a un tarif réglementé qui reflète vos coûts, à une époque où EDF, GDF était une entité publique. Mais là, justement, on essaye de reconstituer en partie ça, donc le soutien de l'État, donc du public, à l'énergie nucléaire, justement pour dérisquer les chantiers, pour dérisquer les risques de stop and go. On a encore certains acteurs qui nous disent qu'il ne faudrait pas aller jusqu'à la fin de Flamanville, ce qui serait catastrophique. Comment ça, pas aller jusqu'à la fin de Flamanville ? Dans le scénario Négawatt, dont s'inspire Écologie Les Verts et la France Insoumise, disent voilà, on ne va pas au bout de Flamanville parce que c'est dangereux. Et c'est des partis politiques qui pèsent, donc voilà, c'est rationnel. Mais non, justement, ils ne pèsent pas. Ils pèsent un petit peu. Ils pèsent dans le débat public. Il pèse dans le débat public, mais c'est important. Enfin, si tu veux, quand Macron se fait élire en 2017, dans son programme, il y a écrit
fermeture de Fessenheim et 50% de nucléaire en 2025, soit la fermeture de 17 réacteurs. Oui, mais ça, c'est Il pas le un met pas. scénario de la France Insoumise, c'est mais un ça, c'est scénario Emmanuel Macron, écrit mais- dans la loi Oui, mais votée par l'Assemblée nationale. c'est- La fermeture de Fessenheim n'était pas écrite dans la loi, déjà, pour commencer. Pourquoi est-ce que c'est- Ensuite, Attends, fermeture, Ensuite, c'est c'est une pas question d'influence du débat public, mais tout est une question de ça. Et parce qu'une politique énergétique, c'est une politique. Donc, quand on dit le politique s'invite dans les mix énergétiques, bon, bah, c'est un petit peu normal que le politique s'invite dans les mix énergétiques, puisqu'une politique énergétique, c'est du politique. Après, si on veut relancer des réacteurs nucléaires, et moi j'ai plutôt l'impression que c'est ça qu'on veut faire en ce moment, il faut le faire intelligemment. Et le retour de certains chantiers comme Hinkley Point, par exemple, c'est que si on veut un coût qui est optimisé, il faut un coût de l'argent C'est ce que qui vous n'est nous pas avez trop très bien cher. Et expliqué. donc, Absolument. la taxonomie qui ne suffira pas et un soutien fort du public au nucléaire, avec des Voilà. garanties d'État. Des États qui ont aujourd'hui la capacité de s'endetter à zéro, et donc qui peuvent effectivement modifier le coût de financement. Vraiment la solidité derrière pour pouvoir garantir qu'en cas de problème, Ouais. l'exploitant ne soit pas en difficulté, quoi. Myrto. Oui, ce que je voudrais apporter, peut-être un complément, hein, parce que je partage ce qui Super vient d'être dit, c'est que en fait, ce dont l'industriel a besoin, c'est pas forcément d'un soutien du public. Ce dont il a besoin, c'est de la visibilité. C'est de la visibilité sur son investissement et de savoir qu'il ne va pas se retrouver à fonctionner à perte. Pourquoi ? Parce qu'il est potentiellement sur un marché qui est non fonctionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines énergies qui bénéficient pour le coup de fonds publics sous forme de subventions qui sont Je comprends. un apport net de la part des États. Donc c'est le cas pour beaucoup d'énergies renouvelables, éoliennes et solaires dans un certain nombre d'États parce qu'on a voulu donner un encouragement à cette filière pour l'amener à maturité. C'est le cas de certaines énergies fossiles qui ne payent pas le prix des pollutions qu'elles génèrent, comme les émissions de gaz à effet de serre, comme la pollution de l'air, etc., etc. Et donc du coup, on se retrouve avec un marché qui est déséquilibré, qui ne reflète plus la réalité des prix de production et qui fait que les investisseurs, en réalité, hésitent à y aller. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation où les États ont du mal à convaincre les industriels Je comprends. de construire. Je comprends. Et d'ailleurs, les Anglais qui avaient, après 10 ans, installé ce qu'on appelait le Electricity Market Reform, qui incluait beaucoup de portions toutes complémentaires et importantes, dont des supports de carbon price, dont ce qu'on a appelé le contract for difference, c'est-à-dire non pas un repaiement, mais une garantie que le marché serait à peu près stable et en tout cas reflèterait la réalité sur le long terme, des mécanismes de capacité, etc. Cette Electricity Market Reform qui a encouragé et couvert HPC, Hinkley Point, aujourd'hui pour Sizewell et les autres réacteurs C'est le nucléaires prochain qui réacteur vont britannique. sortir en Grande-Bretagne, en fait, ils sont même en train d'envisager d'autres mécanismes, donc notamment ce qu'ils appellent Asset-Based Regulation, qui en fait est encore plus favorable à l'industriel, parce qu'ils ont encore plus de mal Mais, à attirer des industriels et leur dire prenez le risque qu'en fait nous vous faisons courir en intervenant sur ce qui devrait être un marché fonctionnel, fluide, libre. On n'a que 1 heure, hein, Myrto. Donc il faut qu'on aille. Voilà. Oui, mais le sujet est compliqué. Oui, mais juste, attends, se- un truc important sur ce que tu disais, c'est-à-dire, donc aujourd'hui, EDF est obligé de vendre, c'est quoi, c'est un tiers de sa production, la reine Ça, c'est encore un tiers. Non, attends, tu vas voir où je vais aller. Vas-y. Un quart de sa production. C'est 100 TWh, ça dépend, c'est un tiers, un quart. ça D'accord, Ouais. à 42 € le mégawattheure. Dans tous les coûts que vous nous donnez, y compris avec les financements, etc., on n'arrive jamais en fait à ce 42 € le mégawattheure. Ce qui explique ce que tu dis, Myrto. Le coût économique par la Cour des comptes, on est plutôt à 44. Ouais. Mais voilà, il y a Au mieux, un certain quoi. nombre de Au mieux. débats. Non, mais d'où la effectivement, frilosité effectivement des investisseurs, si jamais on les oblige à vendre leur production à des coûts qui ne reflètent pas. Mais surtout, en fait, le coûts de production. marché des fois, c'est à 27 € du mégawattheure. Là, en ce moment, j'ai regardé pour On est à l'an prochain, c'est 150. 263. Donc, alors là, C'est à 500 € pour le mois de janvier. on construit tout ce que vous voulez avec ces prix-là. Hein. Par Ouais. contre, si on revient au prix de 2015, il n'y a personne qui construira même pas un panneau solaire. C'est pour Donc, ça c'est que pour ça qu'on a besoin de cette garantie d'État
d'un tarif de rachat, de dire voilà, quoi qu'il arrive, vous vendrez à ce prix-là, et nous, État, on compensera si ce n'est pas le cas ou si le marché est défaillant. Par contre, ça suffira pas pour le nucléaire, parce que ça, c'est déjà le modèle d'Hinkley Point, de dire vous construisez une Hinkley Point et en sortie, quand ça produira de l'électricité, on vous garantira ce prix. Mais ça suffit pas, parce que et il a combien le prix garanti pour Hinkley Point? Il a 92,5 pounds du mégawattheure sur 35 ans, mais là, c'est ce que Benjamin disait avant. Enfin, c'est pas un coût qui est optimisé. Enfin, ça veut dire qu'on n'a pas financé le chantier pendant sa construction. C'est ce qui va être fait pour Sizewell, ce qui est un peu plus intelligent et ce qu'il faudra faire pour les prochains EPR. Non, on passe à un autre sujet. Ouais. Ah non, on peut pas. Il faut qu'on a beaucoup de choses à se dire. Ouais, 6 EPR, hein, c'est l'idée, c'est le souhait d'EDF. Quels sont les obstacles devant ces 6 EPR? Benjamin, je vais commencer par ce fameux sujet de compétences. Puisque la dernière émission qu'on avait faite sur les prix de l'électricité avec toi, Nicolas, on avait parlé de ces fameuses soudures que l'ASN avait demandé à EDF de refaire à Flamanville. Moi, je me souviens que c'était Jean-Bernard Lévy lui-même qui m'avait dit il y a un pur sujet de compétences très grave, très important et tout. Et tu me disais, les choses sont plus complexes. En fait, quand on regarde comment ça s'est passé, le lancement du chantier de Flamanville, le lancement du chantier en même temps de Olkiluoto en Finlande, on avait d'un côté EDF et Areva, il y a eu un peu un concours de gros muscles pour être le premier à sortir. Et donc, les échos qu'on a pu en avoir, c'est qu'il y avait quand même un lancement des chantiers qui était fait alors que toutes les spécifications techniques et toutes les études n'avaient pas été terminées. Et donc on s'est retrouvé dans une situation difficile. Moi j'ai eu l'occasion de parler avec une entreprise qui a intervenu sur ce chantier et qui me disait mais on a les meilleurs ouvriers du monde. C'est pas un sujet. Le problème c'est que quand le cahier des spécifications n'est pas terminé au moment où on fait les travaux, ça pose un vrai sujet, quoi. Donc c'est dans la course de vitesse entre les deux. Mais il y a malgré tout quand même un vrai problème de compétence, parce qu'il y a tellement eu de nucléaire bashing sur les dernières décennies qu'aujourd'hui, comment voulez-vous qu'un jeune qui arrive sur le marché du travail, sur un marché dont on peine à dire s'il va être dans la taxonomie ou pas, et donc s'il va y avoir des nouveaux chantiers ou pas, on a mis très longtemps en France à dire si on allait construire des nouveaux EPR ou pas, comment voulez-vous vous orienter vers ce secteur d'activité? C'est extrêmement complexe. Donc il y a la nécessité de rendre ce secteur à nouveau attractif de façon à pouvoir arriver à des degrés de compétences qu'on a perdus parce qu'on n'a pas construit de réacteurs pendant plusieurs décennies. Voilà. Les Chinois arrivent très bien à construire des EPR. Ils ont construit Taishan. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a quelques questions sur le sujet. Mais si on a le temps. Mais on n'a pas construit que Taishan. Que pas Taishan. À la suite avant. Tout à fait. Et ils prévoient d'en construire 350. Peut-être pas 350. 150 d'ici 2050. 440 milliards. Donc aujourd'hui, ils en sont à 3 réacteurs par an, 2020-2021. Et ça va monter à 7 et 10. C'est comme quoi il y a bien une volonté politique à un moment. Oui, mais alors, donc, question des compétences. Est-ce qu'on a, parce que la volonté politique, visiblement, elle est là. Enfin, on verra bien, il y a les élections présidentielles qui arrivent, donc de relancer la filière. Est-ce qu'on a les compétences pour le faire? Donc, il y a eu un rapport de Jean-Martin Foltz, c'est ça, l'ancien patron de PSA, qui a soulevé un certain nombre d'inquiétudes. Et depuis, je parle évidemment sous votre contrôle, il y a un plan qui s'appelle Excel. Et donc EDF, avec combien, Myrto, une quarantaine de sous-traitants, c'est ça, est en train de faire monter justement un véritable plan de compétences. Enfin, c'est Framatome, la filiale d'EDF qui s'occupe de ça. Faire monter un véritable plan de compétences pour être sûr d'être au rendez-vous. Il est même tout à fait bien engagé et a déjà apporté un certain nombre de résultats, qui fait que maintenant la filière a retrouvé tout à fait confiance dans sa capacité à mener les programmes qui lui seront commandés. On espère, parce qu'on attend encore cette décision. Je pense que ce qu'il est important de dire sur la question des compétences, c'est qu'au-delà de l'attractivité qui, effectivement, a été mise à mal pendant un certain nombre d'années, parce que quand on annonce la fermeture de réacteurs opérationnels, forcément, ça ne donne pas forcément envie aux jeunes d'y aller. Donc aujourd'hui, c'est en train de changer. N'empêche que pendant 20 ans, on n'a pas construit. Et la capacité à construire aux sous-traitants, parce que c'est énormément d'entreprises qui sont impliquées, et c'est très bien qu'il y ait énormément d'entreprises, parce que ce sont des sous-traitants très qualifiés, très spécialisés, qui interviennent aussi dans différents secteurs, qui font du retour d'expérience d'un secteur sur un autre. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait cette multiplicité, cette diversité d'acteurs très
très qualifiés, il faut qu'ils réapprennent à travailler ensemble, qu'ils recontractualisent entre eux, qu'ils redéfinissent aussi les règles de qualification avec l'autorité de sûreté réglementaire, qui elle aussi doit monter en compétence, parce qu'elle aussi a perdu l'habitude d'avoir des réacteurs de nouvelle conception, de gérer et de suivre un chantier. C'est loin d'être évident. Je pense que la faute originelle, entre guillemets, de Flamanville, ça a été d'annoncer un budget et un délai qui étaient des annonces politiques, soyons clairs. Alors, c'est un secret pour personne. J'étais chez Areva et j'étais à la direction des offres PR à Reste l'époque. sur aujourd'hui, les compétences, est-ce qu'on a les moyens ? Ne partons pas sur On était Flamanville. bien en deçà de ce qui était envisageable, possible. Referme ce et tiroir. tout à fait, Les compétences aujourd'hui, donc les compétences EDF se confiant, reconstruisent. et elles on se peut avoir reconstruisent. confiance dans sa confiance. Moi j'ai tout à fait confiance, non seulement dans la confiance de EDF, dans la confiance de l'intégralité de la filière nucléaire française, qui sont 2500 entreprises très qualifiées, dans la compétence de la filière européenne, parce qu'en réalité c'est des projets européens, parce qu'il y a énormément de pays qui sont impliqués, il y a énormément de nationalités représentées sur le chantier, et c'est pas parce que c'est de la sous-traitance au rabais, loin s'en faut. Et puis tout le reste de l'Europe qui se remet aussi en ordre de marche. On a parlé de l'Angleterre, on a parlé de la Hollande. On peut aussi parler d'un certain nombre d'autres, notamment dans les pays de l'Est, qui se mettent en configuration de redémarrer. Et la filière nucléaire, c'est la 3e filière industrielle en France. 200 000 emplois. Donc, Après après l'automobile l'aéronautique et l'automobile. Et l'aéronautique. Donc on est quand même sur un secteur où on a les bases pour développer cette compétence. Nicolas. Après, moi je partage le fait qu'il y a eu beaucoup de choses à éponger le Flamanville. On a parlé des arrêts de construction pendant 20 ans. Il faut voir aussi que la France s'est extrêmement désindustrialisée pendant longtemps. Donc les synergies qu'il peut y avoir entre les secteurs, aujourd'hui, vous les avez plus. Mais donc c'est Civaux 2002, la fin de la dernière, c'est-à-dire qu'il y a entre Civaux 2002, mise en service en 2002. En 2002, ouais, c'est ça. Et Flamanville, il y a la Finlande, mais en fait, il faut regarder aussi les démarrages de chantier, et du coup, on est à 20 ans. Mais c'est aussi pour ça que on veut relancer des EPR aujourd'hui. C'est parce que l'État veut dire, je mets un soutien à une filière industrielle d'excellence, donc la 3e, pour recréer un tissu avec industriel. Des capacités exportatrices en plus. Mais avec des capacités exportatrices, mais surtout créer le tissu de PME qui fait que derrière, on va pouvoir se réindustrialiser sur d'autres chantiers. Et là, à mon avis, la crise du Covid a beaucoup aidé parce que tous ces délires de société post-industrielle où on serait une nation 100% avec une industrie de services et que l'industrie c'était sale et autres, on laisserait ça aux pays émergents. Ça, cette vieille idée, c'est terminé. On voit bien qu'il y a besoin d'une industrie, il y a besoin de ces emplois d'artisanat qui se rapprochent souvent de l'artisanat quand on parle du nucléaire. Et donc, moi, c'est plus en ça que j'ai confiance, c'est qu'il y a une réelle volonté de se réindustrialiser. Après, EDF demande déjà 6 EPR, donc ça commencera par paire. Il faudra voir ce que donnent les premiers chantiers. Mais à vrai dire, Stéphane, moi je suis plus inquiet sur toutes les étapes réglementaires, les financements, les débats qu'il va y avoir, que sur la réelle capacité à construire. Il faut bien voir que, pour moi, alors tout le monde le sait ici, mais il faut le dire, c'est que aujourd'hui, vous ne pouvez plus lancer un certain nombre d'opérations, comme le terrassement des terrains, si vous n'avez pas l'autorisation de financement. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on terrassait les terrains parce que ça permettait d'anticiper. Alors, de ce que j'ai compris, c'est que ils vont aller à Panly, donc où a priori tout était prêt pour accueillir des réacteurs. 3 déjà. Voilà. Ensuite, ils vont à Gravelines, c'est ça, où là aussi, a priori, ils vont se mettre au cul d'une centrale où il y a moins de sujets quand même d'autorisation et de difficultés avec toutes les parties pronantes. Avec les parties prenantes, ça va peut-être être moins difficile. Par contre, le fait qu'il faut attendre les financements avant de lancer les terrassements de terrain, ce qu'on a déjà fait à Panly pour Panly 3, qui n'a pas été fait, ça c'est quand même un peu dommage, parce que c'est comme ça que sur un chantier industriel, on parallélise mal les tâches et on prend 3 ans de retard. Donc c'est pour ça que EDF dit, aujourd'hui, ça va être 15 ans, dont 5 ans d'instruction. 5 ans d'instruction, c'est énorme. Commencer les terrassements avant.
Ce qu'il faut quand même... Rapidement, parce qu'il faut qu'on avance ensuite. C'est qu'en 15 ans, on a construit plus de 50 nucléaires, plus de 50 réacteurs. C'est le parc français. Pourquoi ? Parce qu'on a construit de manière absolument systématique, en série et en ligne. On l'a fait il y a 30 ans. Honnêtement, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire maintenant. Moi, j'ai toute confiance dans le fait qu'on peut le faire. La réalité que notamment exprime Nicolas, c'est qu'un industriel a besoin de visibilité et de stabilité du cadre. Quand vous construisez une centrale nucléaire, même si vous en construisez plusieurs en série rapidement, un projet prend quand même entre 5 et 7 ans, voire 10, depuis la décision qui est prise jusqu'à la mise en ligne. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la décision pour les 6 réacteurs, on ne l'a pas encore. Pas encore. Il faut quand même rappeler qu'elle n'est encore pas là. Tout à fait. Et que tant qu'elle n'est pas là, EDF ne peut pas démarrer. Il faut aussi se souvenir qu'EDF a pour grand ordonnateur son ministère de tutelle et que c'est lui l'actionnaire qui va dire allez-y ou n'y allez pas. Par contre, il y a quand même une précision à ajouter. EDF, aujourd'hui, n'est pas dans la situation dans laquelle ils étaient à l'époque. Et à l'époque, ça n'était pas des fonds publics. C'est EDF qui s'est endetté et qui a remboursé intégralement le prêt qui a été fait par l'État. Non, mais on ne parle pas de budget de l'État. On ne parle pas d'argent public, on parle d'un argent. Je ne sais pas si, au sens maastrichtien, ça n'aurait pas été considéré comme de la dette publique. Oui, on ne va pas ergoter là-dessus, mais ils étaient 100% nationalisés. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que EDF n'est pas capable de faire ça aujourd'hui. Ils n'est pas capable de rentrer dans ce schéma de financement qu'ils ont eu à l'époque. Et donc aujourd'hui, nécessite non seulement de la visibilité politique sur la décision, et ça veut dire une décision qui dépasse le cadre des mandats électoraux, forcément. Et puis, ils ont besoin aussi d'une capacité et d'un soutien financier. Et ce n'est pas un soutien financier de l'État, c'est une garantie qui permette de faire que ce fameux coût de l'argent avec lequel on a commencé la discussion soit à un niveau suffisamment bas pour que ça soit viable. Il y aura besoin d'un financement d'État quand même. Mais bon, SMR, XSMR, etc. Ça change la donne, c'est anecdotique. Ça ne change pas la donne, c'est pas anecdotique par contre. Bon. Non, ça ne change pas la donne. Les petits réacteurs. Donc les petits réacteurs. Ça ne change pas la donne parce que ce qu'on va construire là en priorité et surtout en France, c'est des EPR. Donc des EPR2. Après, ça fait quand même... les SMR, tout le monde, le grand public a découvert ça avec les annonces de Macron. Absolument. Ça fait quand même... ça lui faisait plaisir. Très longtemps qu'on en parle parce que y a un sujet sur l'usage qu'on fait des réacteurs nucléaires. Alors aujourd'hui, un réacteur nucléaire, ça sert à faire de l'électricité. Mais demain, ça peut servir à faire d'autres choses. On a notamment les Russes qui ont réussi à mettre des réacteurs nucléaires sur bateaux pour alimenter des zones isolées. Donc quand même une sacrée innovation et un sacré nouveau service qui peut être rendu par le nucléaire. Et sur les petites unités de charbon et gaz de quelques centaines de mégawatts, un réacteur nucléaire de 1,5 giga, c'est pas toujours adapté à la fois aux besoins et au réseau qu'il y a autour. Donc compléter la gamme d'offres du nucléaire français avec des SMR, c'est une innovation importante et surtout d'un point de vue géopolitique. Et je veux bien insister là-dessus, d'un point de vue géopolitique, c'est très important parce que la Chine et la Russie sont quand même bien en avance là-dessus et commencent à exporter et donc à tisser des liens géopolitiques avec des pays. C'est aussi pour ça que le Canada et les États-Unis ont investi là-dedans, donc aux États-Unis avec le réacteur qui s'appelle Muskel, et que là, voilà, on a enfin eu une décision politique en France en disant voilà, on va mettre 1 milliard d'euros pour la R&D dans ces petits réacteurs. Ça ne changera pas la donne. On va quand même construire des EPR. Par contre, ça complète la gamme et ça permet d'avoir de nouveaux usages pour des réacteurs nucléaires. Moi, je pense que c'est intéressant, mais c'est un peu plus long terme. Benjamin ? Là où Nicolas a raison, c'est que c'est intéressant plus sur le plan géopolitique parce que sur le territoire français métropolitain, on a un territoire avec une densité qui est plutôt bien adaptée à des gros réacteurs nucléaires. Ça peut être intéressant pour les territoires d'outre-mer, effectivement, là où c'est plus difficile. Pour des régions reculées, ce qu'ont fait les Russes, effectivement, avec ce réacteur qu'ils ont mis sur une barge flottante. Mais effectivement, ça ne va pas changer la face du monde pour le marché français intramuros. Dernière question, Myrto, dernière question, réponse courte. Et on peut rouvrir Fessenheim ? Non. Alors, malheureusement, non. D'accord. Et j'espère que ça va nous faire réfléchir à deux fois avant de se retrouver dans une situation où on ferme. Et je dis ça notamment pour nos amis belges. Mais techniquement, c'est impossible. Et pour nos amis allemands.
ça serait à des conditions de coûts, d'efforts, de remise en sûreté. On a commencé à enlever de les rotors, on a sûreté, commencé etc. à enlever. Il y a des pièces qui ont été enlevées, donc il faudrait tout ramener. Extrêmement significatif. D'accord. Là, il faut impérativement que la décision de relancer la filière se prenne très rapidement. Et puis, il faut surtout que nos amis belges et nos amis allemands ne fassent vraiment pas cette erreur. Français aussi. Il y a Bon, ben, attends. Tu sais quoi, on va y nos amis aller. français. Je pars déjà du principe que C'est la question, j'ose c'est la espérer que ça question qu'on va n'arrivera pas, poser mais, dans un instant, après la pause, stratégie européenne ou pas, c'est à venir.